الجراحة. نفتتح أول حصة في انتظار التحاق الإخوة الأطباء. Donc, première session, c'est le docteur Ktani Saïd qui va nous présenter l'hyperuricémie, la maladie des rois, mais maintenant par la démocratisation de la maladie ici. Donc, à vous l'honneur, docteur Ktani. Respectez j'essaierai de respecter le timing. Salam alaikum. Donc vous m'entendez bien, c'est pas la peine d'utiliser Ada, je dois l'utiliser. Hein? C'est pas la peine. D'accord. Donc je vais essayer, je remercie les amis. Le travail de l'association, c'est un travail très difficile. Très difficile. Donc, c'est un sujet assez intéressant dans le sens, il y a plusieurs données, j'essaierai de ne pas trop détailler, mais le lien hyperuricémie et goutte est tellement étroit que souvent on confond les deux notions. Et donc, souvent, on confond hyperuricémie et goutte. Et il y a plusieurs malades qui viennent consulter. J'ai un taux d'acide urique à 65. J'ai une goutte. Donc, il faut toujours... Et je pense que nous, l'éducation thérapeutique des patients, nous sommes un petit peu coussés à la féa. Donc, il faut essayer de forcer la main. Donc, on confond souvent hyperuricémie et goutte. On pense que la goutte est une maladie uniquement articulaire et à mon sens, et je vais le développer par la suite, on surtraite énormément médicalement nos malades. Pas uniquement dans l'hyperuricémie, mais d'autres pathologies aussi, on surtraite médicalement. Donc les deux pathologies, c'est des troubles du métabolisme des purines. Donc les purines existent dans des acides aminés, dans les acides nucléiques. Ils sont transformés en acide urique et éliminés essentiellement au niveau des reins. L'apport alimentaire est à peu près de 400 mg par jour. La production endogène est de 750 mg. Déjà, en voyant ces deux chiffres, un régime draconien ne sert à rien. Dans le sens, il y a une production endogène. Donc, travailler sur l'alimentation seule n'est pas l'élément important et la production, elle est hépatique. Deux enzymes sont très importantes, la xanthine oxydase et l'uricase. On les verra dans les traitements. L'élimination de l'acide urique se fait à 30% au niveau des selles et de 70% au niveau des urines. Et donc, au niveau des urines, nous avons la filtration glomérulaire et nous avons la réabsorption au niveau tubulaire. Oustad Mbad va expliquer ces notions beaucoup plus, puisque ça va retentir sur la biologie. Et donc, nous avons plusieurs situations où le rein peut être défaillant, soit parce qu'il est malade, c'est l'insuffisance rénale chronique, ou parce qu'il est stressé par des éléments particuliers, notamment soit des toxiques comme le plomb, soit iatrogènes comme des doses faibles d'aspirine ou les diurétiques. Les sources alimentaires, c'est essentiellement l'origine animale qui pose énormément de problèmes. Donc, c'est les abats, le foie, le cœur, les rognons et le gibier. Il ne faut pas oublier le gibier aussi, les viandes rouges en général. On oublie parfois et souvent chez nous le khli' et agris. Et on oublie souvent et d'une manière très importante les bouillons cubes qui sont eux aussi très riches en purine. Les poissons sardines essentiellement, les crustacés en général. L'origine végétale, elle est présente, mais elle n'est pas très importante. Il ne faut pas trop y penser parce que parfois on trouve chez certains nutritionnistes, il faut enlever les légumineuses. Or, on s'est rendu compte que la plupart des végétaux ne posent pas de vrais problèmes au niveau de l'hyperuricémie et de la goutte particulièrement. Et surtout ne pas oublier les boissons alcoolisées et même la bière sans alcool. Donc même la bière sans alcool, la bière halal.
Et le lien avec le syndrome métabolique, on le verra par la suite. Le fructose et donc les boissons sucrées riches en fructose sont elles aussi très pourvoyeuses d'hyperuricémie et de gouttes. Les définitions, l'hyperuricémie, c'est une anomalie purement biologique, ce n'est pas une maladie. On va la détailler par la suite. Donc les chiffres que nous donnent les biologistes, c'est supérieur à 60 mg par litre chez la femme et supérieur à 70 mg par litre chez les hommes. Mais une notion nouvelle est apparue, c'est le seuil de solubilité de l'acide urique au niveau des articulations, et notamment au niveau de l'orteil. Et on pense que c'est le chiffre de 60 mg par litre, ceci quel que soit le sexe. Donc à nos cliniciens de tous les jours, est-ce qu'on va travailler avec 60-70 ou uniquement avec 60, quel que soit le sexe? Alors que la goutte, c'est une maladie inflammatoire et le gold standard, c'est la présence de cristaux d'urate monosodique qui vont sédimenter au niveau des articulations et des tubules rénaux et sont responsables de lésions tissulaires, que ce soit sous-cutanées, intra-articulaires, périculaires et des reins, avec une symptomatologie clinique associée à une hyperuricémie persistante et significative, c'est les crises aiguës de goutte, l'arthropathie chronique et l'urolithiase. Alors que l'hyperuricémie asymptomatique, c'est une uricémie qui dépasse le seuil de solubilité qu'on avait défini comme 60 mg par litre, quel que soit le sexe, avec absence de signes cliniques, que ce soit les crises aiguës, l'arthropathie chronique ou les urolithiases. Les causes, il y a des causes génétiques, des causes diététiques, des facteurs acquis et des facteurs iatrogènes. Et c'est essentiellement le problème de la production endogène accrue, qu'elle soit physiologique ou néoplasique. Mais dans plus de 90%, il s'agit d'un problème d'élimination rénale qui est diminué, associé souvent à un apport alimentaire excessif. Chaque fois qu'il y a un turnover augmenté des nucléoprotéines, essentiellement dans les pathologies hématologiques, que ce soit les pathologies malignes ou les anémies hémolytiques, il y aura une production importante d'acide nucléique et donc augmentation de l'acide urique. Les pathologies avec augmentation du taux de prolifération cellulaire comme le psoriasis qui soit sévère ou étendu et les traitements cytotoxiques ou la radiothérapie qui vont augmenter la lyse cellulaire et donc production d'acide urique. Ou peut-être secondaire à des anomalies enzymatiques génétiques ou à l'obésité. On la verra aussi, l'obésité dans l'hyperuricémie asymptomatique. Il y a la maladie de Lesch-Nyhan. Mais dans plus de 90%, ce n'est pas un problème de production, c'est un problème d'élimination rénale défectueuse, diminuée, associé souvent à un apport excessif alimentaire, du fait d'anomalies de facteurs génétiques, d'où l'importance dans l'interrogatoire de rechercher les antécédents familiaux, du vieillissement rénal et souvent, le plus souvent, associé à un apport alimentaire excessif, que ce soit les purines, la consommation des boissons alcoolisées ou même de bière sans alcool et des boissons sucrées riches en fructose. Dans l'élimination rénale, pathologie rénale, la première c'est l'insuffisance rénale, diminution de la filtration glomérulaire. Les états de déshydratation, on avait eu hier la décompensation acidocétosique, donc déshydratation. D'autres pathologies aussi peuvent survenir. Et nous avons les problèmes iatrogènes, les diurétiques, l'aspirine à faible dose. Et donc c'est là où, en tant que clinicien, on est toujours freiné. Je dois donner de l'aspirine à faible dose comme élément d'une prévention primaire ou secondaire, alors que j'ai un risque. Donc on la verra par la suite. Il y a d'autres médicaments qui posent problème, les antituberculeux, les bêta-bloqueurs, etc. Et il y a le problème des intoxications, surtout le plomb. Les personnes à risque d'hyperuricémie ou de goutte, c'est essentiellement l'homme âgé de plus de 40 ans qui est obèse, qui a des antécédents familiaux. Dr Jawani avait dit qu'avant on pensait que c'était une pathologie des riches. Et donc souvent c'est des personnes qui sont obèses, qui sont peu actives et qui consomment trop d'aliments riches surtout et des boissons alcooliques et qui ont un syndrome métabolique.
on retrouve ces éléments, on doit les rechercher dans l'anamnèse, donc dans l'examen clinique, dans l'interrogatoire. Le lien entre hyperuricémie et goutte est très important. Les différentes composantes du syndrome métabolique, que ce soit l'obésité abdominale, le taux bas d'HDL, cholestérol, l'hypertension, la glycémie élevée, ou voire le diabète et l'hypertriglycéridémie, sont très liés. Et le lien le plus important, c'est l'insulinorésistance. L'hyperuricémie, on estime qu'il n'y a pas de statistiques marocaines, donc c'est à peu près 5 à 10%, et la goutte, c'est à peu près 1% de prévalence. Ceci est lié, il y a une augmentation progressive de prévalence au niveau international, c'est lié au syndrome métabolique, à l'obésité, et à l'inactivité et la sédentarité, et la consommation d'aliments de plus en plus industrialisés et riches en fructose. Je l'ai déjà dit, c'est surtout les hommes, et les premiers symptômes arrivent à peu près à la quarantaine. Donc la crise de goutte, c'est les 4 éléments de l'inflammation, la douleur, le gonflement, la rougeur, la chaleur. La première articulation la plus touchée, c'est la première articulation métatarsophalangienne, mais d'autres articulations peuvent être touchées. Et donc, l'articulation, les tendons, les bourses peuvent être touchés, et souvent la première crise va survenir le soir, elle va réveiller le patient, et elle est toujours précédée par un repas copieux la plupart du temps, et même parfois, même le drap va être douloureux sur l'articulation. L'inflammation et les douleurs vont se répéter, et parfois elles peuvent passer, elles cèdent spontanément. Sans aucun traitement, mais quand elles vont récidiver, il y a un risque d'atteinte de l'articulation. D'autres, en plus du gros orteil, les genoux, les chevilles, les coudes, les poignets peuvent être touchés. C'est là où le diagnostic peut poser parfois des difficultés, surtout devant une hydarthrose isolée. Parfois on oublie que la goutte peut être l'une des étiologies importantes. Donc, avec le temps, nous aurons un problème d'accès de goutte répété. La goutte chronique, on va les voir. Donc, au fil du temps, les accès de goutte vont se répéter, donner la goutte chronique qui va avoir des déformations des tissus articulaires, des déformations qui seront permanentes. Avec essentiellement le problème des toffus, on les voit cliniquement, bien visible, et radiologiquement il y a destruction articulaire très importante. Puis il y a la complication rénale avec les urolithiases et donc le risque d'hydronéphrose, et je rappelle que parfois on pense que les lithiases sont essentiellement calciques. J'ai trouvé, il y a certainement d'autres articles, mais au Maroc c'est entre 15 et 18% des lithiases urinaires qui sont en rapport avec l'acide urique. En plus de l'urolithiase, il y a l'atteinte tubulo-interstitielle du fait de dépôt du l'urate. Le diagnostic, lors d'une première poussée, il ne faut pas facilement éliminer un traumatisme inaperçu, mais surtout une arthrite infectieuse quand il s'agit d'une seule articulation. Et donc, on va poser des questions, les circonstances survenues, repas copieux, grandes fêtes, déshydratation. C'est pour cela que parmi au Maroc, c'est les 2 périodes les plus pourvoyeuses de gouttes, c'est Ramadan et l'Eid el-Kbir. Donc, déshydratation et consommation excessive de purine. L'examen clinique, il est articulaire, on recherche des toffus, la température, puisqu'il y a le risque, c'est que est-ce que ce n'est pas une infection, la pression artérielle comme élément du syndrome métabolique, et ça va intervenir sur le traitement, l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, le tour de taille, pour préciser l'état trophique du patient, et doser l'uricémie, la fonction rénale et d'autres bilans. Il faut ne pas oublier que l'hyperuricémie est un facteur qui va nous donner le diagnostic, mais elle n'est ni spécifique ni sensible. Ainsi, presque 30% des patients qui ont une uricémie normale
ont une poussée, pendant la poussée. Donc parfois, il y a certaines personnes qui viennent en consultation, il a un tableau typique, mais l'uricémie, elle est uniquement à 55, on va dire ce n'est pas une goutte. Non, c'est pour cela que parfois dans les recommandations, l'idéal c'est de faire 2 ou même 3 uricémies pendant la crise et même après la crise. On peut recourir à la ponction, surtout le genou c'est le plus facile, et on va le voir, c'est le gold standard en fait, c'est trouver donc la démarche diagnostique. Avant la démarche diagnostique, il y a plusieurs intervenants qui traitent l'hyperuricémie et la goutte, il y a plusieurs spécialistes d'organes et il y a les médecins généralistes. Mais quand j'ai commencé à travailler le sujet, c'est essentiellement les rhumatologues. Est-ce qu'il y a les néphrologues ont eux aussi des recommandations ou des guidelines, mais c'est surtout les rhumatologues qui et là il y a un travail très très intéressant de l'association marocaine de rhumatologie, la Société marocaine de rhumatologie, qui a fait un travail très important. Elle a commencé par un travail très collégial. Il y a même des cardiologues, des néphrologues qui ont participé avec eux. Et donc, à mon sens, je vous invite et que nous tous adoptions ces recommandations de la Société marocaine de rhumatologie. Ces recommandations sont parties des constats marocains, mais elles ont pris toutes les recommandations internationales, qu'elles soient européennes ou américaines ou spécifiques à certains pays. Et donc, la démarche, elle se fait en 3 étapes. L'étape 1, c'est rechercher les cristaux d'urate monosodique. C'est le gold standard. Donc, soit avec une ponction, soit une aspiration de tofu. Mais ce n'est pas toujours le cas. On ne trouve pas une articulation facilement à ponctionner, mais c'est le gold standard. Ce n'est pas l'uricémie, ce n'est pas la clinique, c'est mettre en évidence les cristaux d'urate monosodique. Donc là, c'est le diagnostic, il est sûr et certain. Donc, sinon, on va se rabattre sur l'étape 2, qui est c'est le tableau clinico-biologique. Donc, voir la clinique du patient, qu'est-ce qu'il présente, ses antécédents, les crises répétées. Et le tableau, on a dit que c'est très probablement chez les malades qui présentent un syndrome métabolique. Donc la localisation, c'est essentiellement le membre inférieur, des évolutions favorables avec une évolution spontanée et une réponse très favorable à la colchicine. L'hyperuricémie, on l'a isolée, on la détaillera à la fin. Donc, une hyperuricémie isolée supérieure à 60 ou 70 chez l'homme, si on prend les 2 définitions, n'est pas égale à goutte. C'est une hyperuricémie. Hyperuricémie, c'est uniquement une anomalie biologique. Si c'est le cas, on doit démarrer la prise en charge, on va la voir. Sinon, si nous n'avons ni cristaux d'urate monosodique ni tableau clinique biologique, là, les rhumatos préconisent d'aller vers l'imagerie et c'est essentiellement le cas de l'échographie qui va aider au diagnostic. Donc la prévention, c'est soit une prévention primaire, soit une prévention secondaire. Donc c'est essentiellement le problème de la lutte contre les différents facteurs du syndrome métabolique. Donc avoir une alimentation équilibrée, riche en purine, donc on a vu les abats, les viandes rouges, certains poissons, les fruits de mer, surtout les boissons alcoolisées et la bière, même sans alcool, les boissons sucrées à base de fructose, avoir une alimentation équilibrée, boire au moins 2 litres d'eau par jour et augmenter le débit urinaire et même parfois alcaliniser les urines. L'activité physique, c'est un élément préventif avec une activité physique appropriée pour diminuer le poids et prévenir l'obésité. Et se pose le problème du dépistage. Est-ce qu'on doit faire un dépistage, oui ou non? C'est un grand point d'interrogation dans le sens, on va le voir dans l'hyperuricémie. Certains peuvent dire ce n'est pas la peine de dépister, mais chercher s'il y a une pathologie. Puisqu'on va le voir dans l'hyperuricémie asymptomatique, il n'y a pas de traitement médical. Mais dans tous les cas, ce n'est plus un dépistage, c'est une confirmation. Si un malade est symptomatique, on doit faire l'uricémie, donc 3 jours de suite de préférence.
Mais le problème, c'est les malades obèses, les insuffisants rénaux, les hémopathes, ceux qui ont une lithiase, les transplantés, les hypertendus, puisque ça va intervenir sur le traitement. Donc, toujours les recommandations de la Société marocaine de rhumatologie, il y a deux volets. Il y a le traitement de la crise et il y a le traitement hypouricémia. Donc, traiter la crise, les études ont montré qu'il n'y a pas de grande différence entre colchicine, anti-inflammatoire non stéroïdien et corticoïdes. Donc, c'est au feeling du médecin, mais le plus c'est d'évaluer les comorbidités. Si nous avons une insuffisance rénale, et là, on va le voir par la suite, la colchicine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont en principe contre-indiqués. Si nous sommes devant un diabétique, les corticoïdes sont contre-indiqués. Si nous avons des médicaments particuliers, la colchicine est contre-indiquée. Donc là, le choix, même si la majorité des médecins prescrivent de la colchicine. Donc, mais l'un des points forts, c'est le traiter le plus tôt possible. Donc, plus on traite. C'est pour cela que dans l'éducation thérapeutique, on donne aux malades, une fois que le diagnostic est sûr, à avoir un comprimé de colchicine sur lui-même dès qu'il a, mais en faisant une bonne éducation thérapeutique, il peut prendre la colchicine dès les premiers symptômes de la nouvelle crise de goutte. Ne pas oublier le traitement non médicamenteux, le repos, le glaçage, l'alcalinisation des urines. Puis on évalue l'état de sévérité. Si c'est peu sévère, nous avons le choix entre la colchicine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la prédnisolone. Donc la colchicine, avant, on faisait 3 comprimés, 3 jours, 2 comprimés, 2 jours, 1 comprimé. Maintenant, non, c'est un seul comprimé suffit. Donc les anti-inflammatoires, la corticothérapie, on peut infiltrer, mais là, très point d'interrogation, devant une hydroarthrose, c'est vrai, la goutte existe, mais le premier diagnostic, c'est il faut ne pas oublier qu'il y a un risque que ce soit une infection. Donc, attention, toute monoarthrite, c'est d'abord une recherche et éliminer une infection. Donc, ponctionner et infiltrer des corticoïdes sur un genou infecté, c'est vraiment dangereux. Si c'est sévère, là, on passe aux associations thérapeutiques. Et quand vraiment il y a des contre-indications à la colchicine, aux anti-inflammatoires, il y a un autre palier que je préfère passer, c'est du ressort du spécialiste, que ce soit les associations thérapeutiques, l'infiltration ou des traitements biologiques. Une fois qu'on a obtenu la rémission, on doit éduquer le patient à l'automédication, donc un comprimé, ce qu'on a préconisé de la colchicine ou un anti-inflammatoire dans sa poche. Dès qu'il a une crise, il prend ce comprimé le plus tôt possible et envisager l'initiation de traitement hypouricémie. C'est-à-dire le traitement hypouricémien, donc là aussi il y a un algorithme, c'est target to target, donc d'une cible à l'autre, donc aller progressivement. Donc commencer les traitements avec les doses les plus faibles et aller vers une cible de moins de 60 mg en cas de goutte et moins de 50 mg quand il y a des TOFU. Et démarrer le traitement hypouricémique le plus tôt au décours de la première crise. Donc une fois on a traité la crise, ne pas démarrer le traitement hypouricémique le même jour, mais toujours sous réserve, sous contrôle d'un traitement prophylactique de colchicine ou d'anti-inflammatoire stéroïdien. C'est pour cela que certains, lors d'une première crise, vont garder la colchicine pendant 6 mois, puis ils vont l'arrêter par la suite pour qu'il n'y ait pas de nouvelles crises. Donc 2 à 4 semaines après la crise, on démarre l'hypouricémie, pas dans le moment de la crise. Comment on abaisse l'uricémie? On revoit le tableau qu'on avait vu dans la voie métabolique. Donc, soit on va inhiber la xanthine oxydase, soit on va augmenter la xanthine, on l'inhibe, soit on augmente l'excrétion urinaire, les urécolytiques. Là, c'est du ressort des spécialistes.
Donc, si on a le choix entre deux éléments, soit l'allopurinol et on commence par 100 mg. Avant, on commençait parfois à 300 mg. Donc, toujours aller étape par étape. 2 à 3 semaines jusqu'à la dose maximale de 900 mg par jour. On n'arrive jamais à assez. Mais toujours surveiller la clearance de la créatine. Le corollaire, maintenant, c'est les recommandations de 2018, c'était switcher vers Febuxostat s'il n'y a pas de réponse à l'allopurinol, mais maintenant certains peuvent choisir l'un des deux. Et là, au Maroc, on a le 40 mg et 80 mg, donc il est préconisé de commencer à 80 mg, puis augmenter à 120 mg. La comparaison entre Febuxostat et l'allopurinol, pour moi, c'est essentiellement le problème de l'élimination. L'allopurinol, c'est essentiellement rénal, donc très attention en cas d'insuffisance rénale, même modérée. Par contre, pour Febuxostat, elle est à la fois hépatique et rénale, donc on est moins agressif sur le rein. Puis, une fois on a passé les inhibiteurs de la xanthine oxydase, il y a d'autres paliers. Donc, je pense que c'est du ressort des rhumatos en général. Les doses efficaces seront prises au long cours. Et souvent, on dit c'est à vie. Mais il faut suivre le malade régulièrement pour voir quelle est l'évolution des choses. Donc, à côté du traitement hyporicémiant, nous avons la prise en charge des comorbidités. On avait dit lien très important entre hyperuricémie goutte et les différents facteurs du syndrome métabolique. Insister sur l'éducation thérapeutique et les mesures hygiéno-diététiques. Donc, revoir les traitements. Arrêter les diurétiques, les changer. En cas d'hypertension, utiliser plus le losartan, utiliser le phénofibrate ou les statines. Informer les éléments clés dans l'éducation thérapeutique, c'est informer le malade sur les mécanismes de sa pathologie, qu'elle soit hyperuricémie asymptomatique ou goutte, les complications, les comorbidités associées et leur lien avec la gestion de la crise et avoir un comprimé dans la poche. L'intérêt des traitements hypouricémiants comme traitement de fond de sa pathologie et l'importance des mesures hygiéno-diététiques, c'est essentiellement l'éviction du stress, le tabac, l'activité physique régulière d'intensité modérée et diminuer le poids, les boissons abondantes, on l'avait dit, les aliments riches en purine, en fructose et l'alcool, et conseiller les produits laitiers ou les fruits entiers et non de la vitamine C, du café également. L'hyperuricémie asymptomatique, c'est une situation de plus en plus fréquente. On l'avait dit en introduction, c'est 5 à 15% de prévalence. Ce n'est pas une goutte. Malheureusement, on confond et souvent nos malades viennent, voilà, j'ai la goutte. L'âge, une glycémie, un taux d'acide urique à 66, 60. Et même, on leur dit, acide urique, on leur dit goutte. Tahlila dial la goutte. Non, tahlila dial l'acide urique. J'insiste sur ça. علاش نقول لهم انا علاش نقول لهم كوليسترول علاش ما قلنا لهمش الشحمه التي تفعل ما تفعل ولا ما داكشي علاش خلينا لو كوليسترول l'hémoglobine glyquée الخزان نقول l'hémoglobine glyquée علاش pourquoi on a trouvé une traduction qui pose énormément de problèmes et qui fait donc la ferritine الخزان علاش نقولوا الخزان la ferritine خليها هي تنكلخوهم حنا انا مون سونس تنكلخوا المرضى ديالنا سي je m'excuse mais c'est moi donc la démarche on va interroger on va rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire rénaux ou d'autres comorbidités parce que c'est sur elles qu'on va agir et donc maintenant les règles que ce soit
la Société marocaine de rhumatologie ou toutes les sociétés, sauf quelques rares exceptions, ils ne traitent plus l'hyperuricémie asymptomatique. Pas de traitement médical, pas de traitement, quel que soit le terrain du patient. Et donc, il faut ajuster les médicaments des comorbidités. Et là, elle doit être faite en concertation avec les différents. J'ai un malade qui vient chez moi, j'ai découvert une hyperuricémie, mais il est suivi par le cardiologue. Donc, je mets une lettre pour le cardiologue pour qu'il prenne en charge cet élément. Ou là, au néphrologue. Ou là, pour qu'il y ait une concertation entre nous en expliquant aux patients qu'il y a des interférences entre les médicaments. Et on va insister sur l'éducation thérapeutique. Donc, on doit répondre à 5 questions. Est-ce que c'est une vraie hyperuricémie asymptomatique? On avait dit que le chiffre c'est 60 mg par litre, c'est le seuil de solubilité. Mais il ne doit pas y avoir de signes cliniques. Donc, chiffre supérieur à 60, mais sans signe clinique, ni goutte, que ce soit une crise aiguë, une arthropathie chronique, une urolithiase, et il y a des variations physiologiques. Et donc, plusieurs paramètres interviennent sur le taux d'acide urique. L'âge, le sexe, la saison, le poids, même la saison intervient. Donc, le sexe, les valeurs d'uricémie sont 20 à 30% plus élevées chez l'homme. Donc, c'est à prendre en considération. Le poids, plus le poids augmente, plus l'uricémie augmente. Donc j'ai quelqu'un qui est obèse et qui a 65, peut-être je vais dire ce n'est pas une hyperuricémie asymptomatique. L'exercice physique, est-ce qu'il a fait de l'exercice physique avant son analyse, etc. Le tabagisme. Puis deuxième question, est-ce qu'elle est idiopathique ou secondaire? Elle est idiopathique parce qu'on avait dit qu'il y a des problèmes génétiques et il y a l'excès d'apport alimentaire ou une diminution de la filtration glomérulaire, mais dans 2 à 5% des cas, c'est secondaire à des pathologies, et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, toutes les différentes causes de l'hyperuricémie, qu'elles soient production endogène, diminution de l'élimination rénale, problème iatrogène. Donc on va poser des questions, on va faire un bilan, et parmi les éléments du bilan, c'est une numération formule. On va dire, il a une hyperuricémie, pourquoi je vais faire une numération formule? Parmi les étiologiques, il y a les lymphomes, il y a les leucémies, d'accord? Surtout les leucémies, d'accord? Les anémies hémolytiques, donc tourne vers des nucléoprotides. D'accord? Rechercher un diabète, c'est dans le cadre du syndrome métabolique, etc. Donc, faire une échographie rénale pour éliminer ou rechercher les urolithiases. Et pour les rhumatos, il y a la place de l'échographie. Y a-t-il des facteurs de risque cardiovasculaire, rénaux ou métaboliques? Je vais dire pourquoi je vais les rechercher. Est-ce que si je les trouve, je vais donner des médicaments hypouricémiques? Non. Je vais les chercher pour que je puisse travailler dessus pour diminuer la prévalence de l'acide urique. Ne pas, parce que certains articles, si je trouve un risque cardiovasculaire, même si j'ai une uricémie à 62, je vais donner un hypouricémie. Les recommandations disent non, c'est travailler sur ces éléments-là et non sur le... Donc, plusieurs de ces paramètres, on les avait vus tout à l'heure. Donc, mesurer la pression, calculer l'IMC, etc., faire le bilan. Les ajustements thérapeutiques c'est agir sur les médicaments des comorbidités. Et donc, avec un travail multidisciplinaire, tous les intervenants chez ce patient doivent se concerter entre eux pour changer ou adapter les traitements, donc en concertation pluridisciplinaire. Les médicaments à éviter, c'est les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2 autres que losartan, les diurétiques, le problème de l'aspirine, et privilégier en cas de dyslipidémie quel type de traitement donner. En cas d'hypertension, préférer les losartans, les inhibiteurs calciques et éviter les bêta-bloqueurs et éviter les diurétiques. En cas de diabète, les bicoanides, etc.
Donc, si nous avons un médicament anti-agrégant, c'est préférer le clopidogrel à l'aspirine. Donc, aux patients, on doit dire l'hyperuricémie n'est pas une goutte. C'est deux choses totalement différentes. Elles sont liées, mais c'est deux choses différentes. Et pourquoi on va faire un bilan initial pour explorer c'est pour traiter les causes de l'hyperuricémie et non l'hyperuricémie elle-même. Les liens sont là, donc la prise en charge multidisciplinaire, lui expliquer que c'est au cardiologue de chercher, de revoir le traitement. Ce n'est pas il a fait une erreur, mais vous avez eu un effet secondaire ou une interaction médicamenteuse. Donc informer sur l'éducation thérapeutique, on l'avait vu tout à l'heure, pratiquer de l'activité physique, adapter un régime, on l'avait déjà vu. Donc l'objectif des recommandations est d'harmoniser et d'optimiser la prise en charge des patients atteints de gouttes ou d'hyperuricémie. Si nous n'avons pas identifié les cristaux du rat monosodique, le diagnostic va être clinico-biologique. On peut s'aider de l'échographie, mais il est essentiellement clinico-biologique. Et la crise de gouttes, c'est surtout la colchicine à faible dose. Certains peuvent donner les anti-inflammatoires, les corticoïdes, ou orales ou intra-articulaires, mais pour moi, c'est du ressort du spécialiste. Le choix entre ces thérapeutiques dépend du terrain et des comorbidités. Le traitement hyporuricémiant va être démarré après la crise, 2 à 4 semaines, et il est souvent à vie. Donc au long cours, disons un long cours, sur un diagnostic confirmé. Ce n'est pas l'hyperuricémie. La cible uricémique, d'uricémie, c'est moins de 60 mg pour une forme simple. S'il y a des tofu, là c'est 50 mg. La stratégie target est importante parce qu'il y a des crises itératives peuvent survenir et donc c'est très important de garder un traitement de la crise, donc que ce soit la colchicine ou les anti-inflammatoires, insister énormément sur la collaboration entre les différents intervenants. Par contre, devant une hyperuricémie asymptomatique, toutes les recommandations sont maintenant claires sur cela. Pas de traitement hyporuricémien. Il faut ajuster les traitements des comorbidités. C'est là sur lesquels on doit agir. Insister sur l'éducation thérapeutique. Le malade doit comprendre sa pathologie et interagir avec elle. Si il a vraiment une goutte, avoir un comprimé de colchicine ou d'anti-inflammatoire qu'il utilise avant pour le prendre le plus tôt possible. Et je vous remercie.